Oui, juste un petit mot. Il s'avère que Sandra Lavorel va intervenir aujourd'hui, mais je voudrais signaler qu'elle va occuper la chaire biodiversité au Collège de France pendant 1 an. Et donc, vous aurez l'occasion de l'entendre plus abondamment. Je crois que sa leçon... J'aurais pu me renseigner sur la date de sa leçon inaugurale, mais elle donnera une leçon inaugurale très bientôt ici au collège. Voilà, je laisse la parole à Sandra Lavorel. Les titres sont là. Merci encore. Et on peut démarrer la session. Donc, bonjour à toutes et à tous. Dans ma présentation aujourd'hui, je vais en fait construire sur un certain nombre d'éléments qui ont déjà été donnés autour de la journée et compléter en fait sur ce qui concerne ce qu'on appelle l'adaptation fondée sur la nature. Donc, comment s'appuyer sur les écosystèmes et leur biodiversité pour l'adaptation au changement climatique. Donc, ça a déjà été évoqué dans plusieurs interventions et vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, les différentes crises auxquelles nous faisons face à l'échelle planétaire sont intimement liées, en particulier celle du climat et de la biodiversité. Mais plus, il s'agit de plusieurs crises interconnectées, en particulier donc la biodiversité et le climat, mais aussi la sécurité alimentaire et pour l'eau, la santé aussi. Et ça a été mis en évidence, notamment dans le rapport Nexus de la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et services écosystémiques, donc publié fin décembre 2024, qui met l'accent sur toutes ces interconnexions, donc toutes les flèches sur ce diagramme, entre ces crises qui non seulement ont lieu en même temps, mais s'amplifient mutuellement. Alors pourquoi c'est important, et en particulier la crise de la biodiversité? C'est parce que, au travers de ces nombreuses interconnexions et aux interconnexions à tout ce qui fonde le bien-être des sociétés, en fait, la crise de la biodiversité, ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre les objectifs de développement durable si on n'y remédie pas. Donc, en réponse à ce qu'on appelle une polycrise, ce rapport Nexus de l'IPBES s'est penché sur un certain nombre, ce qu'on appelle d'options de réponse. Ce n'est pas des solutions, et vous verrez pourquoi je n'utilise pas le terme de solution par la suite, pour différents secteurs, donc le secteur de la biodiversité, de l'eau, de l'alimentation, de la santé et du climat, où on peut voir en fait des leviers pour intervenir du point de vue des intérêts d'un secteur particulier, mais avec des impacts positifs, des synergies, donc au travers de ces 5 secteurs. Donc, ces 71 actions que je vous invite à consulter si vous êtes intéressés par les détails, elles se classent en différentes catégories qui, finalement, recouvrent 3 différentes thématiques. La première, évidemment, et pour le climat, ça correspond à l'atténuation climatique, mais c'est vrai pour l'ensemble des crises, c'est résoudre les causes de la polycrise, donc en particulier au travers de tout ce qui va conduire à une consommation durable, à réduire les pollutions aussi. Tout ce qui est intervention, donc conserver, restaurer et gérer durablement les écosystèmes. Et le reste de ma présentation va plutôt se centrer là-dessus. Et tout ce qui va être facteur facilitant en termes de gouvernance, de politique publique, de gestion des risques, tout ce qui va concerner les questions de société, en particulier d'équité, et bien sûr les finances. Donc, le terme qui est aujourd'hui utilisé à l'échelle nationale, y compris dans nos politiques publiques et internationales, c'est celui de solutions fondées sur la nature, donc en général, et pour l'adaptation au changement climatique. Et globalement parlant, ça résume en fait toutes les actions qui vont consister à conserver, restaurer et gérer durablement les écosystèmes pour bénéficier aux besoins humains, donc santé, alimentation, mais en particulier aussi adaptation au changement climatique,
Il y en a qui ont déjà été évoqués aujourd'hui, par exemple pour les villes, pour tout ce qui est risque naturel. Vous en connaissez certaines. Tout ce qui va être protection côtière par la végétation, par exemple ici les mangroves ou végétation des dunes, sa restauration. Tout ce qui concerne la régulation des risques par les inondations à travers de la gestion des zones humides et aussi des forêts le long des cours d'eau. Gestion des risques, ce qu'on appelle gravitaires, donc des pentes, et puis bien sûr nature en ville. Donc je vais me pencher rapidement, de façon résumée, sur quelques-unes de ces options qui ont été analysées par le rapport Nexus au titre de ces interventions. Je tiens à dire que la première solution fondée sur la nature, c'est toujours la protection de la nature. Et donc, au titre des conventions internationales et des cadres qui ont été définis et qui sont appliqués en Europe et déclinés en France, on a un objectif qu'on appelle le 30 par 30, donc arriver à avoir 30% de surface terrestre et maritime protégée à l'horizon 2030. Et ce qui est important dans la perspective donc, de ces objectifs de multiples bénéfices pour la biodiversité, le climat, la santé, l'alimentation et l'eau, c'est d'intégrer ces aires protégées à la planification dans les territoires. Alors la première chose, c'est bien sûr pour pouvoir maintenir la biodiversité elle-même en favorisant les capacités d'adaptation des espèces, mais aussi donc pour pouvoir soutenir la résilience et les capacités d'adaptation des systèmes humains à travers des fonctions écologiques de cette biodiversité. Et point qui est très important et a déjà émergé dans le monde de la conservation depuis quelques décennies, comme pour le climat, il s'agit d'avoir une conservation qui soit inclusive et juste, parce que ce n'est pas en excluant les populations totalement des aires protégées qu'on va pouvoir arriver aux objectifs. Alors, d'une part, à l'adhésion à ces aires, à ces actions de conservation, mais aussi, en fait, aux bénéfices pour tous. Deuxième type, donc je donne des exemples parmi les 71 qui ont été analysés par le rapport. Les solutions fondées sur la nature en zone urbaine. Alors là, typiquement, les intentions sont majoritairement pour tout ce qui est risque climatique et adaptation, donc en particulier îlots de chaleur urbains, mais aussi par exemple régulation des crues en zone urbaine et des impacts des événements météorologiques en général, avec des co-bénéfices vraiment ciblés pour la santé, mais aussi les risques liés à l'eau. Et deux éléments pivots de ces solutions fondées sur la nature urbaine sont la co-conception avec les populations et la participation, et aussi le fait qu'elles contribuent à reconnecter les humains avec la nature, qui est une des préconditions en fait, plus générales de toutes les transitions dont on a besoin pour nous diriger vers cette résolution des polycrises. Un autre exemple concerne l'agroécologie. Donc l'agroécologie, elle recouvre beaucoup de types d'agriculture dont on parle et qu'on étudie beaucoup aujourd'hui. Et résumé de façon très synthétique, il s'agit de concevoir et gérer des systèmes agricoles et alimentaires sur la base de concepts écologiques et sociaux. Et donc avec deux objectifs, une production durable d'une part, mais aussi minimiser les impacts environnementaux et sanitaires. Donc vous voyez à droite quelques exemples, tout ce qui va concerner la gestion donc intégrée en particulier du carbone dans les sols, l'agroforesterie, et puis jusqu'à des systèmes qui peuvent être très élaborés de gestion donc, sur l'ensemble d'un versant, par exemple, avec des éléments d'agroforesterie, de l'hydrologie régénérative, des terrasses, etc. Et donc, dont l'objectif est d'assurer des multiples contributions aux populations rurales, mais aussi à l'ensemble de la société. Il y a un objectif très important du point de vue de l'agroécologie en général et des crises conjointes, qui est la conservation de l'eau. Et il est important cependant de souligner que selon les systèmes, on va avoir potentiellement, à un moment de la trajectoire d'adaptation ou peut-être de façon plus permanente, plus longue, un compromis avec les rendements, donc le nombre de tonnes par hectare qu'on va sortir en culture. Ça, c'est en fait à nuancer avec quatre choses.
il faut considérer pas juste la production de la culture, par exemple si on est de la céréaliculture en agroforesterie, mais le fait que peut-être pas tous les ans on aura de la production de bois, mais au total, si on se place sur plusieurs années, on aura du bois, ou par exemple quand c'est des fruits dans des vergers, que ces pratiques peut-être peuvent réduire les rendements instantanés, mais sont garants d'une stabilité interannuelle des rendements, ce qui est important. Donc, avec plus de variabilité climatique, in fine, on perdrait du rendement sans ces interventions. Réduction aussi des coûts de production, notamment par la réduction des intrants, donc ça augmente la rentabilité. Et aussi, un point qui est très important, c'est que c'est une demande plus forte de technicité et de capacité. On a parlé du bâtiment tout à l'heure. L'agroécologie, c'est pareil. Il faut des compétences qu'il faut développer, encourager et maintenir là où elles sont présentes. Dernier exemple de mon petit catalogue. Je ne voulais pas oublier ce qu'on appelle, donc traduit en français, le réensauvagement, rewilding en anglais. Qui, en fait, on parle parfois de libre évolution, mais c'est plus large que la libre évolution. Donc, c'est l'idée, en fait, de restaurer des écosystèmes entiers, donc à des échelles de paysages ou plutôt de petites, voire même de petites régions dans certaines parties de l'Europe de l'Est, par exemple, en facilitant, en s'intéressant pas à une cible particulière de restauration, donc on ne va pas aller restaurer une zone humide ou restaurer une forêt en plantant, mais en s'intéressant au processus écologique, donc en favorisant en fait notamment le mouvement des espèces par la connectivité des paysages, restaurer les populations sauvages, donc naturellement ou par réintroduction. Et une composante qui n'était pas forcément présente dans les projets de réensauvagement à leur début dans certaines régions, qui émergent vraiment très fortement aujourd'hui, c'est leur composante de reconnexion des humains à la nature, donc des populations locales, mais aussi, par exemple, de développement de revenus par l'intermédiaire de formes de tourisme, de nature, par exemple. Et donc une analyse à l'échelle européenne s'intéressant à des scénarios de déploiement du réensauvagement a mis en évidence donc, sur cette carte, vous voyez en vert, de nombreuses zones où en fait on a des synergies en fait, entre les bénéfices et une réduction de choses qui sont négatives. Donc des bénéfices, par exemple, pour la séquestration du carbone, la réduction de l'érosion et bien sûr l'augmentation de l'intégrité écologique, et la réduction de risques comme les incendies, l'augmentation de la valeur patrimoniale et certaines formes, donc, et réduire les pertes d'agrobiodiversité. Cependant, donc, j'ai présenté quelques-unes de ces options en termes d'intervention de type solution fondée sur la nature. On ne va pas venir avec des recettes applicables dans une région donnée, dans un territoire, dans une ville. Comme l'a très bien mis en évidence donc un projet qui se termine, il s'appelle Life Artisan de l'Office français pour la biodiversité. En fait, on va avoir un certain nombre de types de solutions avec des caractéristiques techniques, des coûts, des avantages, des bénéfices, des demandes pour leur mise en œuvre. Mais pour un territoire donné, il va falloir aller chercher ses propres solutions qui vont être en fait un éventail, par exemple, d'interventions agroécologiques, de restauration de la nature en ville, de restauration de zones humides, etc. De façon à ce qu'on puisse avoir en fait donc l'objectif, et ça c'est un des messages clés à la fois du rapport Nexus, mais qui était déjà présent dans les rapports conjoints de l'IPBES et du GIEC, c'est qu'il faut une gestion qui soit intégrée à l'échelle des territoires et une gouvernance intégrée, donc de ces multiples solutions. Et j'en parlerai pas dans la suite de ma présentation, mais bien sûr intégrée avec la mise en œuvre et la gestion, donc ce qu'on appelle de solutions grises, donc par exemple pour la régulation des crues, tout ce qui va être gestion des flux par exemple des barrages et autres ouvrages.
Donc, pour essayer de concevoir les façons de déployer ces solutions fondées sur la nature, on peut se poser des questions qui peuvent sembler relativement théoriques, comme figuré sur ce diagramme ici, par mon paysage qui est extrêmement schématisé, c'est qu'est-ce qu'on met où ? Et à partir des connaissances qu'on a pu développer dans une sous-discipline qui s'appelle l'écologie du paysage, mais à partir aussi de synthèse de données à l'échelle mondiale, ce qu'on appelle des méta-analyses, on peut identifier une espèce de cible de paysage idéal. Et c'est ce qui a sous-tendu d'ailleurs un certain nombre des raisonnements qui sont derrière donc la Convention sur la biodiversité en cours, donc, qui date de 2022, et qui conduisent à recommander que si on veut vraiment avoir ces bénéfices multiples pour biodiversité, climat, alimentation, eau et santé, il ne faut pas plus d'exploitation, 30% de la surface qui soit en exploitation intensive dans un paysage. J'ai déjà parlé des au moins 30% protégés, et ça laisse 40% d'expansifs. De façon intéressante aussi, c'est ce qui permet la diversité spatiale maximale. Et quand on parle de biodiversité, en général, diversifier spatialement, c'est aussi une diversité d'habitats, donc ça va être favorable. Parmi ceux-là, après, on peut se demander, OK, on connaît les pourcentages, mais à quoi ça doit ressembler ? Et comme figuré sur cette petite caricature de paysage, en fait, les bénéfices maximaux sont obtenus quand on aura un certain nombre de très grandes surfaces naturelles, donc notamment pour des espèces qui ont besoin de grandes surfaces pour pouvoir vivre. Et puis ça, complété par de nombreuses petites surfaces, des corridors, donc qui font par exemple des haies dans un paysage, qui font des jonctions entre les éléments naturels. Et tout ça en compromis avec les surfaces de production. Donc on peut voir ça comme un compromis, mais en vérité, ce sont les habitats pour les organismes qui fournissent les régulations naturelles, en particulier les pollinisateurs ou tous les organismes qui vont être les prédateurs des ennemis des cultures. Alors là, ça peut sembler un petit peu technique, mais quand on continue à creuser la question, OK, comment on fait et pourquoi l'agencement spatial des paysages est critique. Donc là, à nouveau, j'ai pris un petit schéma extrêmement simplifié, où du bas vers le haut, en fait, j'augmente la surface d'âge dans ce paysage. Donc il y a plus d'arbres. Alors, on sait automatiquement qu'il y aura, grosso modo, plus de séquestration du carbone. Il y a aussi plus d'habitat pour la faune. Et quand on étudie, quand on synthétise des données ou aussi qu'on modélise, par exemple, les crues et l'érosion, on augmente la régulation de l'érosion. Mais il y a un inconvénient, c'est que plus il y a d'arbres, s'il fait sec, plus il y a d'incendies. Quand maintenant je compare les colonnes de gauche et de droite sur ce graphique, on voit qu'on a une différence dans la taille des carrés. Donc pour une même surface d'arbres, les carrés verts, ils sont soit en bas un petit peu plus en petits morceaux, soit en haut des gros morceaux. Et donc avec une surface constante, on va dire qu'on a une séquestration du carbone qui est constante. Selon les espèces, en fait, ça leur conviendra plus ou moins bien. Par exemple, il y a des espèces qui aiment les petits éléments comme les haies, d'autres qui aiment les grands massifs forestiers. Ce que montre la modélisation, c'est que, en gros, ça dépend pour ce qui est régulation des crues et de l'érosion. Et ce qui est sûr, c'est que ça diminue le risque d'incendie. Donc, connaissant ça, on peut réaliser des simulations, des modélisations qui nous permettent d'évaluer ces différentes fonctions par ce qu'on appelle des expérimentations de simulation de paysages virtuels. Donc, on peut expérimenter le pourcentage d'arbres, de cultures intensives, de prairies, etc. dans un paysage, et également la taille de mes éléments paysagers. Et résumé sur ce graphique, on va chercher à savoir si, en gros, on veut, comme le paysage du haut, ségréger les différentes fonctions dans le paysage, par exemple entre le haut d'un bassin versant et le bas près de la ville, ou avoir un peu de nature partout, comme le petit paysage du bas. Et ce que montre donc ce petit schéma ici, c'est que, bien entendu, quand on est sur un paysage qui est plus intensifié à droite, donc avec moins d'éléments naturels,
La surface totale du carré montre qu'on a moins de ces fonctions, globalement, toutes les fonctions qu'on a regardées, donc tout ce qui va concerner l'atténuation, la production durable avec pollinisation, rétention des pollutions azotées, réduction de l'érosion des sols, ou aussi des valeurs, par exemple les activités récréatives. Donc on en a moins quand c'est plus intensif, et quand on restaure plus d'éléments naturels, on a plus. Bon, jusque-là, c'était bien connu. Mais ce que montrent ces différentes études de modélisation, c'est que globalement, quand on a ces objectifs de gestion durable d'un paysage, un paysage avec une maille plus fine va tendre à avoir, donc si vous comparez cette fois les carrés haut et bas, vous voyez que la surface totale est plus grande, donc on en a au total plus, et pour certaines fonctions, notamment la pollinisation, l'érosion et la régulation de la qualité des eaux, c'est plus favorable. Donc on peut réfléchir comme ça aux paysages qui vont convenir le mieux pour ces objectifs multifonctionnels. L'étape d'après, c'est maintenant de se demander comment on va mettre ça en œuvre. Donc ces contributions de la nature à l'adaptation, moi j'aime bien dire que ce n'est pas des dons de la nature aux humains. Il faut un petit peu travailler par nos interactions avec la nature, à commencer bien sûr par la gestion, tout ce dont j'ai déjà parlé, mais aussi, bien sûr, il faut pouvoir, par exemple, si on produit des denrées alimentaires, aller les récolter. Si un objectif, c'est aussi d'avoir des activités récréatives dans la nature, c'est pouvoir y aller, etc. Donc il y a toutes des questions d'infrastructures, de moyens, etc., pour pouvoir retirer ces bénéfices. Et ceci ne fonctionnera si on a donc une économie au sens plus large et le développement de valeur autour de ces bénéfices de la nature pour l'adaptation au changement climatique. Donc, par rapport à cette chaîne de construction de valeur, on peut se demander quelles sont les barrières et les leviers à la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Alors, la première objection qu'on a toujours quand on parle de solutions fondées sur la nature, c'est en fait combien ça coûte, est-ce qu'on a les financements, est-ce que même on sait combien ça coûte, combien ça rapporte aussi. Et ça, c'est encore relativement peu étudié. Mais ça commence par des études notamment comparatives qui vont aller se pencher sur des projets qui sont mis en œuvre et ce qu'on peut estimer et aussi modéliser parce que, par exemple, quand on plante des arbres, les bénéfices ne sont pas immédiats de leurs bénéfices dans le futur. Alors, si vous ne retenez qu'une chose de ma présentation, c'est qu'il faut toujours considérer les différentes dimensions des bénéfices, les différentes dimensions en termes de ce qu'on va obtenir comme type, donc par exemple régulation des risques, régulation du climat, mais aussi production de la biodiversité, et que l'évaluation économique n'est qu'une des facettes de cette évaluation. Donc dans cette étude, les chiffres qui sont sur ce graphique que je ne détaillerai pas, concernent une étude qui s'est penchée sur 80 interventions à l'échelle de l'arc alpin, donc l'arc alpin de toute l'Europe, et qui a évalué donc ces différents bénéfices et leurs coûts et leur rapport coût-bénéfice d'un point de vue monétaire. Et on a trouvé ici que les solutions fondées sur la nature forestière étaient celles qui étaient le plus multifonctionnelles, donc on a le plus de types de bénéfices, mais par contre, elles peuvent être moins favorables à la biodiversité, à comparer d'interventions qui seraient, par exemple, de l'agroforesterie, des interventions, par exemple, de restauration de zones humides. Je vous épargne les détails de cette étude, mais en gros, on a quand même une grande variabilité de la valeur monétaire et des coûts. Mais le chiffre à retenir, c'est qu'on a un retour investissement initial, sur l'investissement initial moyen qui est de 2,8. Donc on peut considérer que c'est relativement rentable. Les plantations forestières ont le meilleur rapport coût-bénéfice, d'ailleurs c'est à l'envers ici, suivi par les espaces verts urbains à gestion intégrée. Et sur plantation forestière, je m'empresse d'indiquer que ce ne sont pas des monocultures d'espèces exotiques, c'est des plantations forestières adaptées au contexte local. Les solutions fondées sur la nature urbaine sont les plus rentables, mais elles ont la valeur de biodiversité la plus faible parce on reste quand même dans un contexte qui est urbain. Et aussi, une autre façon, j'insistais sur le multifacette, c'est de regarder à combien de personnes ça bénéficie. Et dans ces cas-là, ce sont les solutions urbaines et fluviales qui bénéficient au plus de personnes.
Alors le second groupe de leviers et barrières dont on parle souvent, hein, c'est tout ce qui va concerner les politiques publiques. Cette diapositive intentionnellement chargée vous indique qu'on a vraiment beaucoup de politiques autour de l'adaptation à différentes échelles, internationales et nationales, et jusque dans les territoires. Et donc, il est intéressant d'aller voir ce qui est vraiment fait de ces politiques publiques. Donc ici, je présente les résultats d'une analyse fine qui avait été faite sur le territoire de la région où je travaille, à Grenoble, où on a analysé en fait tous les documents de planification divers et variés et les politiques publiques, certaines présentées ici, et essayer de quantifier en fait ce qu'il y avait en termes d'actions fondées sur la nature dans ces documents et ce qui en était fait après. Et pour résumer, on voit qu'on a quand même un pourcentage qui est relativement élevé. Je vous donne tout de suite quelque part le résultat d'intention d'actions fondées sur la nature, puisque dans les stratégies d'adaptation du territoire, y compris les plans climat, air, environnement et bioterritoire, ça figure entre 20 et plus de 50%. Mais si on regarde le tableau du bas, en fait, ce ne sont souvent que des intentions, puisque c'est annoncé sans mesure concrète, ou alors on n'a même pas identifié le levier pour le mettre en œuvre. Donc, malheureusement, pour l'instant, on reste beaucoup sur des intentions. C'est déjà bien, l'idée fait son chemin, mais on reste beaucoup sur des intentions. Alors, comme ça a été déjà souligné dans plusieurs des autres présentations qui ont précédé aujourd'hui, finalement, en fait, on ne va pas être sur une chose dont il faut s'occuper, donc par exemple avoir des finances ou avoir des politiques publiques, mais en fait on a vraiment ce que montrent toutes les analyses un peu approfondies de ces solutions fondées sur la nature actuellement. On a une imbrication de différents leviers. On a eu une très bonne illustration pour la vigne tout à l'heure, qui vont faire qu'on va pouvoir mettre en œuvre ces solutions et aussi les faire durer les faire durer jusqu'à ce qu'elles en fait, elles puissent vraiment bénéficier à l'adaptation, porter leurs fruits. Un de ces leviers et une composante importante, j'ai déjà mentionné la question du développement des valeurs, qui apparaît finalement, en fait je remets la diapositive, vous voyez c'est la roue en bas à droite, c'est que si on n'a pas des valeurs sociales pour l'adaptation fondée sur la nature, non, donc bien sûr au travers de tout ce qui va être économique, mais des valeurs beaucoup plus larges, donc par l'éducation, la recherche, le développement de valeurs culturelles, et aussi là où c'est pertinent, s'appuyer et permettre de maintenir les savoirs traditionnels, en fait, on ne pourra pas déployer ces actions, ces solutions fondées sur la nature, à contrario, si ce sont en fait des leviers qui peuvent être relativement puissants. Je vais sauter, je ne sais plus qui est mon... Oui, je vais conclure, voilà. Très bien. Donc, dernier point, et ça c'est comme pour l'atténuation. Différents groupes sociaux sont impliqués dans le déploiement de ces solutions fondées sur la nature. Différents groupes sociaux qui vont chacun avoir des différentes valeurs associées, notamment à différents éléments du paysage. Et donc, ce qu'on va être, en fait, ce qu'on va devoir pouvoir mettre en œuvre au travers notamment de processus participatifs, c'est de pouvoir déjà apprécier les différences de bénéfices pour différents groupes sociaux et les équilibrer, y compris par des processus participatifs, des processus délibératifs. Hop, et je vais terminer. Donc, j'aimerais vous laisser quelques messages. C'est qu'une gestion intégrée des solutions fondées sur la nature permet d'intégrer l'atténuation et l'adaptation au sein des territoires. Il faut pour cela déployer des stratégies qui prennent en compte les multiples co-bénéfices de la biodiversité à l'échelle du territoire, en combinant plusieurs options et en considérant en fait l'ensemble de leurs contributions à différents membres de la société. La configuration spatiale est critique, donc ça demande de pouvoir se pencher sur les territoires au cas par cas. Et in fine, leur déploiement pour vraiment arriver
à répondre à tous les besoins qu'on a aujourd'hui, notamment tout ce qui concerne la polycrise environnementale, ça demande de renforcer les relations sociales et les relations humain-nature autour de ces solutions. Merci. Très bien.